To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. What time is it now? Time is it now? Talk to that. Talk to that. What time is it now? What time is it now? Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Bonjour à toutes et à tous, Lucas Vola, très heureux de vous accueillir. Nous y sommes, ça y est, on voit le bout du chemin, le bout du tunnel, plus que quelques jours à attendre avant de vivre un nouveau Super Bowl, le 59e du nom, si mes calculs sont bons en termes de chiffres romains. Et comme ce match approche très vite, ça y est, c'est l'heure pour nous de faire la grande preview du Super Bowl. Normalement, vous écoutez ça en début de semaine, donc il reste encore quelques jours, mais ça arrive très vite. Et à mes côtés, j'en perds mes mots tellement vous êtes impressionnants, messieurs. Mais à mes côtés, justement, pour faire cette preview du Super Bowl, je suis avec Grégory Richard, qui n'est pas du tout d'accord avec le fait que vous êtes impressionnant. Mais si, vous êtes impressionnant. On essaie de se rattraper en flattant son audience. Bonjour Lucas, bonjour autres chroniqueurs que je ne dénoncerai pas tout de suite, et bonjour à tous. Je vois que vous avez le même souci tous les deux. Vous ne savez pas s'il faut spoiler l'autre chroniqueur mais ou pas. Oui, on se demande. Mais qui va nous sortir ces arguments extrêmement pertinents comme il nous a vendu en off? D'ailleurs, il l'a annoncé. Il a en effet annoncé qu'il allait dire. Il a dit, je vais vous annoncer. Donc l'homme qui aura des arguments pertinents, des remarques pertinentes, c'est Raphaël Masmejean. Salut Raphaël. Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Et alors je précise, j'aurais dû remettre dans le contexte. Je disais ça par rapport aux deux chroniqueurs habituels qu'on a laissés sur le carreau, c'est-à-dire Victor et Raoul, qu'on embrasse bien sûr. C'est vrai. C'est la fin de saison, on a le droit de se mettre des tirs. Je crois qu'il y a des vengeances par rapport au chat interne. J'ai vu des trucs passer il y a quelques jours, je sens que Raph est en train de se venger un peu. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi, Raph. Vous êtes les deux meilleurs chroniqueurs. Et d'ailleurs, j'ai dit la même chose hier quand il y avait Victor et Greg. Donc après, vous réfléchissez. Les absents ont toujours tort, on ne cessera de le dire. C'est ça. Exactement. C'est encore plus vrai au Super Bowl. Exactement. En tout cas, messieurs, je l'ai dit, on part sur une preview. La preview du Super Bowl, vous en avez l'habitude et vous en avez aussi peut-être l'habitude, ceux qui nous écoutent. On va faire comme on le fait depuis quelques années. On va disséquer ce match en deux grandes parties, près de trois, on va dire. On va d'abord parler du moment où les Chiefs auront le ballon. Ensuite, on parlera du moment où les Eagles auront le ballon. Et puis ensuite, on donnera notre Factor X. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par le moment où les Chiefs auront le ballon. Touchdown Actu, épisode 855. C'est tout de suite. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Honneur aux champions en titre, donc, mais déjà, messieurs, avant de commencer, je voulais vous poser cette question avant ce jingle, mais j'ai été pris par l'enthousiasme. Est-ce que vous êtes hypé par ce match? Est-ce que ça vous donne envie? Je l'ai dit un petit peu, on est à quelques jours, peut-être quelques heures, selon le moment où vous écoutez ce podcast. Est-ce que ça vous donne envie, ce match? Est-ce qu'il vous hype, Greg? Oui, on peut quand même dire qu'on a affaire...
Pas 2 des 4 meilleures équipes globalement sur le plateau. Allez, peut-être 5 si on veut extrapoler avec les Ravens. C'est les 5 équipes qui nous ont fait la plus grosse impression. Il y a eu cette déception Lions, mais globalement sur l'état de forme en tant que tel, de ce qu'on voit des Eagles et des Chiefs, on rappelle que les Eagles, c'est 15 victoires sur les 16 derniers matchs, si je sais compter. Et les Chiefs, hormis cette défaite dans un match qui comptait pour du beurre face à Denver, c'est un quasi sans faute cette saison, à part ce match à Buffalo. Donc franchement, c'est vraiment la crème de ce qu'on a vu en 2024. On a déjà vu des finales un peu plus surprenantes. Là, c'est 2 favoris qui ont été au rendez-vous, qui sont revenus au rendez-vous. Puisqu'on l'avait déjà précisé lors du live sur Twitch, les Eagles, c'était presque une anomalie ce qui s'est passé l'année dernière. Donc très hypé de revoir potentiellement ce qu'on avait vu il y a 2 ans, et ce score notamment très serré, avec malgré tout pas mal de points au compteur. Oui, on a clairement des meilleures équipes, si ce n'est les 2 meilleures. Raph, est-ce que tu fais partie de ceux qui sont un peu déçus de voir de nouveau les Chiefs, de voir la même finale qu'il y a 2 ans, ou au contraire, ça apporte des questions et encore plus d'enjeux? Et si je te pose cette question-là, c'est que je sais bien la réponse aussi. Écoute, un peu comme Greg, je suis absolument pas déçu par ça. Il l'a dit au niveau global. Philadelphie, c'est peut-être en termes de qualité d'effectif, de talent intrinsèque, c'est peut-être le meilleur effectif de la ligue, ou en tout cas le plus complet. Et face à eux, ils ont Kansas City, qui est double tenant en titre, qui peut écrire l'histoire de la NFL comme personne ne l'a fait, avec un triplé. Je vois pas très bien comment on peut être un peu pisse-froid là-dessus. Enfin, c'est quand même l'histoire de la NFL qui s'écrit potentiellement dans ce match. Donc, non, je suis hyper hypé, j'ai envie de voir ça. Le premier match entre les deux, il y a 2 ans, avait été superbe. On espère que la revanche le sera tout autant. Donc, non, très, très hâte d'y être. Totalement d'accord avec vous deux, messieurs, et je partage vos avis. En effet, on a soit l'histoire qui va s'écrire, un triplé pour les Chiefs, ce qui serait incroyable. On a peut-être les Eagles qui vont gagner après avoir gagné il n'y a pas si longtemps que ça au final, mais avec des histoires qui seraient belles. Saquon Barkley, avec la revanche d'il y a 2 ans. Donc voilà, beaucoup d'histoires, et je suis comme vous, je suis très hypé. Rentrons donc dans le vif du sujet, messieurs, et je vous l'ai dit, on va commencer par l'attaque des Chiefs. Honneur aux champions au titre, honneur à Patrick Mahomes forcément, et je le disais, les Chiefs ont vécu plusieurs Super Bowls, et on a connu notamment cette attaque qui était peut-être la meilleure de l'histoire, ou pas loin en tout cas, une attaque qui marchait vraiment de manière exceptionnelle, avec Patrick Mahomes qui marchait sur l'eau. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que depuis 2 saisons, ils sont rentrés un petit peu plus dans le rang, Greg, mais pourtant, ils continuent à faire les jeux offensifs qui fonctionnent quand il le faut, notamment en play-off. On le voit depuis 2 ans. Comment ils font? Alors je pense que les plus polémiques te diront que des fois ils ont un petit peu d'aide, mais c'est vrai que au-delà de ce qu'on va crever l'abcès, tout de suite. C'est vrai qu'il y a toujours ces polémiques sur la notion d'arbitrage. Je pense qu'elle prend un peu plus d'ampleur aussi ces dernières années, parce que les Chiefs, notamment offensivement, dégagent moins cette impression de facilité qu'on avait il y a encore quelques années. Il y avait j'exagère un petit peu selon les scénarios, mais on était facilement à un touchdown d'écart, une dizaine de points, notamment sur des matchs de play-off. L'écart, me semble-t-il, s'est resserré quand même un petit peu, notamment parce que il a fallu s'adapter. Encore une fois, on pouvait pas surpayer autant de joueurs qu'on voulait, notamment dans le secteur offensif. On va pas rappeler que Tyreek Hill a dû partir. On va pas rappeler qu'on n'a pas réussi, par exemple, à conserver un Orlando Brown qu'on avait réussi à obtenir via un échange pendant une certaine période. Il y avait des choix judicieux qui avaient été faits par Brett Veach, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir conserver une certaine ossature et potentiellement de pouvoir signer, par exemple, des stars défensives aussi dans les prochains mois. Donc, c'est aussi ce qui fait que cette attaque est un peu plus en dilettante. Mais pour répondre à ta question dès à présent, Lucas, je pense que il y a malgré tout, oui, ce côté réaliste, cette odeur du sang qu'arrive toujours à avoir Kansas City dans les moments assez importants. Certes, c'est pas l'équipe la plus glamour, la plus spectaculaire à voir au cours de cette saison, mais ils ont toujours un système offensif extrêmement bien huilé, qui s'appuie sur beaucoup de prises d'espace, de joueurs qui font les différences, notamment sur la vivacité, l'accélération, et puis à côté de ça, des joueurs un peu plus établis, type Travis Kelce, qui est un peu plus dans le côté bourrin, mais dont on sait que c'est très très difficile à stopper parce que ça reste un des scientifiques, on dira, du jeu. Donc tous ces éléments-là mis bout à bout, ça apporte quand même un panel assez vaste qui reste malgré tout difficile à stopper, même si ça l'est un peu plus que ces dernières années.
Raph, Greg vient de nous étaler en effet la palette offensive de ces Chiefs en parlant de beaucoup de tactiques, de joueurs, mais il y a aussi quelque chose qu'il a évoqué et qui peut-être le plus important, c'est que ces joueurs-là, ils sont toujours présents au moment M, au moment où il le faut, et on a peut-être pas mal de doutes sur ce Super Bowl, sur des escouades, on en parlera peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un doute qu'on n'a pas, c'est le fait que Mahomes et toute cette attaque-là, sans être exceptionnelle, elle sera là, et en tout cas c'est pas elle qui va faire perdre le match, elle le fera peut-être même gagner, mais en tout cas il faudra battre cette attaque pour gagner ce match-là et ne pas s'attendre à des erreurs comme peuvent le faire d'autres équipes par exemple dans des moments un peu importants. Oui, c'est sûr qu'on s'attend pas à ce que l'attaque de Kansas City tombe de haut, même s'il y a 2-3 points, on y reviendra dans cette attaque qui peuvent, en tout cas si ce n'est être des points faibles, être des facteurs X, ou en tout cas des interrogations sur ce futur duel contre les Eagles. Mais c'est vrai que globalement, on peut s'attendre à ce que Mahomes et son attaque, et je pense notamment son attaque aérienne, soient capables de faire les jeux décisifs au bon moment, de limiter au maximum les pertes de balles, comme ils le font depuis plusieurs matchs du côté de Kansas City, où on a très peu de pertes de balles ces dernières semaines et encore moins d'interceptions. Donc oui, je m'attends à ce que là-dessus le jeu aérien réponde présent. Greg l'a dit, ils ont quand même beaucoup, pas les armes les plus flamboyantes, mais en tout cas beaucoup de joueurs à utiliser de manière différente. Worthy, on l'a vu avec beaucoup de jeux en motion. On a vu un Hollywood Brown contre les Bills qui a été utilisé pas mal de fois, aligné dans le slot et pour faire des réceptions au milieu de terrain. Et c'est sans doute quelque chose qu'ils vont pouvoir exploiter contre les Eagles qui défendent peut-être un peu moins bien cette zone-là que les extérieurs. Pareil, Travis Kelce devrait pouvoir se faire voir en étant aligné dans le slot. Donc oui, je pense que le jeu aérien de Kansas City a quand même pas mal d'armes pour ne pas décevoir. C'est pour ne pas décevoir dimanche et clairement ne pas faire les erreurs fondamentales qui feront perdre l'équipe. Greg, je t'ai vu hésitant au moment où je parlais du fait que les Chiefs ne vont pas faire ces erreurs-là, comme l'a rappelé Raph. Pour toi, il y a peut-être un doute ? Alors, j'ai plus tiqué sur ta mention du fait que c'est potentiellement l'attaque qui allait permettre aux Chiefs de gagner ce match. C'est pas l'impression que j'ai malgré tout depuis le début de la saison. Donc après, je veux pas anticiper sur les différentes étapes. Le rôle de l'attaque sera important parce qu'encore une fois, leur meilleur joueur intrinsèquement dans cet effectif-là est bien entendu en attaque. Donc bien entendu que son rendement peut donner le là, je dirais, peut donner une certaine cadence et un momentum aux Chiefs. Maintenant, vu l'image qu'on a des Chiefs, notamment en 2024, vu les appels de jeu qu'on a pu y voir, je pense que c'est principalement en termes de points encaissés que Kansas City pourrait accuser le coup sur ce match-là. Pour faire écho par exemple à ce qu'on avait vu face aux Texans, où c'était un match beaucoup plus cadenassé par exemple que ce qu'on a vu face aux Bills. Donc après, chaque match est différent avec les Chiefs et faut jamais les enterrer d'une semaine sur l'autre en fonction du contenu qu'ils proposent. Mais voilà, j'avais juste un petit bémol là-dessus. Après, oui, encore une fois, je te rejoins. C'est sûr que si on a un peu à l'instar de ce qu'on avait vu face à Tampa Bay, c'est sûr que si l'attaque est bâillonnée de bout en bout, faudra pas espérer grand-chose, mais avec une défense au niveau de ce qu'on a vu en 2024. On parle beaucoup de l'attaque des Chiefs et en face, il y aura donc de ce côté du ballon la défense des Eagles. Raph a mentionné les pertes de balles de cette attaque des Chiefs. On sait que les Eagles et cette défense-là, elle marche beaucoup au turnover provoqué. On l'a vu en finale de conférence, notamment face aux Commanders. Greg, est-ce que cette défense-là des Eagles, déjà pour commencer, elle va être capable pour toi de provoquer des pertes de balles ? Raph l'a dit, Patrick Mahomes ne lance pas beaucoup d'interceptions, il perd un fumble dans ce match face aux Bills, mais les erreurs sont assez limitées. Est-ce que cette défense-là va être capable de forcer des erreurs, comme on dit ? Elle en est capable. Très clairement, il y a quelques joueurs. Alors les principaux qui ont été mis en avant tout au long de la saison, c'est notamment Zach Bone et CJ Gardner-Johnson. On a des registres différents. Le premier plutôt sur des fumbles recouverts ou provoqués, et le deuxième plus sur des interceptions. On va peut-être pas oublier non plus que par exemple Gardner-Johnson, il y a de fortes chances qu'il soit dans le secteur de Travis Kelce, donc ça peut déjà nous donner un match-up assez excitant parce que forcément un facteur décisif en attaque et en défense. On n'oubliera pas également que ça joue quand même pas mal de passes écran du côté des Chiefs, en tout cas beaucoup dans le secteur intermédiaire, donc forcément là encore le rôle des linebackers est crucial, mais oui il y a cette capacité qu'ils ont démontré tout au long de la saison du côté de Philadelphie. C'est une équipe qui déjà est moins permissive en termes de yards encaissés,
Et c'est un peu la philosophie Vic Fangio, c'est-à-dire que on se jette comme des morts de faim sur chaque ballon. On n'hésite pas à taper dans les balles s'il y a un joueur au contact, et ça permet en tout cas de capitaliser et derrière de donner un momentum absolument monstrueux à Philadelphie. Donc clairement, on a vu qu'ils étaient quand même plus productifs que les Chiefs cette année dans ce registre-là. Donc ce sera clairement un facteur à ne pas sous-estimer pour l'adversaire. Ouais, les pertes de balles, on le répète depuis le début des playoffs, c'est toujours très important. Et tu le disais, cette équipe-là qui se jette de partout, et notamment sur les pertes de balles. On pense à la finale de conférence, Raph, et on imagine et on voit les Eagles qui ont fait un gros match et qui ont dominé les Commanders. Mais si on se rappelle de la première série offensive, notamment des Commanders, qui termine par un field goal, mais qui joue beaucoup de quatrième tentative et qui avance. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un schéma qui a été donné par les Commanders un petit peu pour mettre sur le reculoir cette défense des Eagles et peut-être montrer quelques failles dans cette défense? On a vu beaucoup de passes sur les côtés pour éviter notamment Jalen Carter. Est-ce que les Chiefs peuvent s'inspirer de ce qu'ont fait les Commanders de manière très réduite, certes, mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, je pense qu'ils ont justement les armes pour un peu copier ce style-là. Alors même si ça sera jamais de la copie totale, mais des passes écrans pour un Xavier Worthy, ça me semble quand même pas être inutile ou inimaginable du côté des Chiefs. Et ça pourrait être quand même assez efficace. On a quand même vu aussi cette saison sur pas mal de séquences de run pass option où les Eagles étaient un peu en difficulté, notamment quand cette run pass option finissait en passe. Et c'est quand même quelque chose que les Chiefs ont pas mal fait contre les Bills, notamment sur des séquences pour Hollywood Brown. Donc ouais, moi je trouve qu'ils ont quand même des armes offensives et une façon de jouer. Pareil, Mahomes scramble beaucoup cette année en playoff. Et les Eagles ont pas les linebackers, je trouve, pour aller vraiment suivre sur les scrambles le quarterback adverse. Donc je trouve qu'ils ont quand même beaucoup d'armes, beaucoup de styles de jeu sur lesquels ils peuvent être efficaces et beaucoup d'actions sur lesquelles ils peuvent être efficaces, qui peuvent être un peu des points faibles du côté de la défense des Eagles. Ils ont pas besoin, les Chiefs, de jouer ces passes en 1 contre 1 sur un receveur très fort sur l'extérieur en profondeur. Ils n'ont pas forcément cette nécessité-là et ce besoin-là, sur lequel les Eagles défendent très bien pour le coup. Donc ouais, moi je pense effectivement que tu as raison, ils peuvent exploiter ça. Et là où aussi moi je prolonge l'échange, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'on parlait de Jalen Carter, d'éviter justement de Jalen Carter. Et c'est vrai que Jalen Carter là quand même il va affronter, alors je pense pas qu'il ait beaucoup de snaps en 1 contre 1, mais Creedon Frey est quand même un des meilleurs centres de la ligue. Nyang à côté, Trey Smith, je veux dire à côté de lui, le centre de la ligne de Kansas City, alors même si avec le replacement, le repositionnement de Joe Thuney en left tackle a peut-être fragilisé un peu le centre de la ligne, mais globalement ça protège quand même bien le centre de la ligne du côté de Kansas City, donc on pourrait avoir un Jalen Carter avec un poil moins d'impact. Et c'est vrai que cette saison, j'ai pas trouvé que les Eagles étaient particulièrement fantastiques sur l'extérieur pour mettre la pression. Donc ça peut ouvrir des brèches à Mahomes en sortie. Voilà, je trouve, pour répondre à ta question, désolé de manière un peu longue, mais je trouve qu'ils ont que Kansas City a une façon de jouer en attaque qui peut vraiment correspondre un peu aux faiblesses, toutes relatives, hein, mais aux faiblesses des Eagles. Et justement, ça me permet de rebondir et de lancer Greg sur ce point-là. La ligne offensive, Patrick Mahomes, il va jouer son 5e Super Bowl. On le sait déjà, il en a joué 4, il en a gagné 3, il en a perdu 1. Le seul qu'il a perdu, c'est au moment où il a véritablement été mis énormément sous pression. On s'en rappelle, c'était face aux Buccaneers. On en a parlé notamment avec Victor et Greg lors du face-à-face poste par poste. Cette ligne-là offensive, elle va donc être très importante. Pour toi, Greg, qui a l'avantage justement sur ce duel de tranchées de ce côté du terrain, la ligne offensive des Chiefs face à ce pass rush, à cette ligne défensive des Eagles, voire même ce front seven? Alors, et moi, il y a un truc qui m'intrigue beaucoup dans cette équipe des Eagles. Alors, je rejoins Raph sur le fait que, notamment, oui, l'extérieur est un peu moins impressionnant que ce qu'on a sur l'intérieur de la ligne défensive du côté des Eagles. Ça, je pense que c'est indéniable vu ce qu'on a vu en termes de production, notamment au cours de l'année. Maintenant, ce qui est assez intéressant, vu le système offensif qui risque d'être prôné par les Chiefs, c'est que justement, comme on a des linemen défensifs intérieurs qui sont quand même capables de pénétrer efficacement dans la poche et de générer une certaine pression, même en double team, hein, parce que je pense que Jalen Carter, même si tu lui mets un Smith et un Humphrey, déjà ça peut libérer des brèches, un Jordan Davis à côté, un Milton Williams notamment, éventuellement sur les rotations. Et au final, ce qui peut être intéressant pour les Eagles,
c'est que le fait d'occuper ces gaps-là plein centre, ça peut permettre justement aux pass rushers, au-delà de vouloir générer de la pression sur Mahomes, d'au moins bien contenir l'extérieur de la poche, de pas forcément entre guillemets vouloir partir sur du rush un peu sur l'intérieur, justement parce qu'il n'y aura pas forcément besoin de le faire. Et je trouve qu'en quadrillant un petit peu ce secteur de jeu là, ça peut limiter aussi la marge de manœuvre de Patrick Mahomes, justement quand il faudra tenter de contourner et de prolonger les jeux au sol en sortant de la poche. Ça peut être assez compliqué. Et dans la même logique, vu qu'on parlait tout à l'heure des passes écrans, Washington, je trouve, avait cette volonté, notamment en effet, de beaucoup tenter des passes écrans plutôt au bord de touche, notamment pour alimenter par exemple un Terry McLaurin, entre autres. Je pense que les Chiefs ont un peu plus cette volonté de jouer des passes écrans, mais plus on dira dans le slot, de vraiment miser sur des petites courses latérales pour vraiment réussir à contourner les défenses adverses. Et ce qui sera pas plus mal, parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément une ligne offensive ultra mobile, notamment sur les extérieurs. On le répète, Joe Thuney, c'est pas forcément l'un des tackles les plus mobiles dans cet exercice-là. Donc c'est sûr que la configuration défensive, je dirais, des Eagles peut leur permettre, dans le rôle que vont avoir les defensive ends, dans leur capacité, on va dire, à edge CT, comme on dit, à vraiment réussir à contenir à l'extérieur de la poche, à bien contrôler le jeu à la course, que ce soit de la part des coureurs en tant que tels, de la part de Patrick Mahomes ou de la part des potentiels receveurs, par exemple, qui proposeraient une solution sur une passe écran. Ça peut quand même contrecarrer sérieusement les cartes du côté de Kansas City. Donc c'est vrai que malgré cette production relative sur l'extérieur de la ligne défensive, j'aurais quand même tendance à donner un petit avantage aux Eagles, aussi parce que on ne cesse de le répéter semaine après semaine, même s'il faut jamais parier contre les Chiefs, faut aussi se rendre compte que on arrive malgré tout à trouver des solutions sur le poste de tackle notamment, avec entre guillemets 3 bouts de ficelle, sans vouloir faire injure à un joueur du potentiel de Joe Thuney. Oui, qui est All-Pro, on l'a dit, mais en effet qui est All-Pro au niveau du poste de garde. Raph, pour terminer, on va avoir un super duel en tout cas entre Vic Fangio et le coaching staff offensif des Chiefs, notamment Andy Reid et Matt Nagy. Pour terminer, est-ce que les Chiefs ont forcément besoin d'avoir un bon jeu au sol dans ce match-là? Parce qu'on a souvent tendance à dire qu'en play-off, le jeu au sol est important pour maîtriser l'horloge, mais on voit que les Chiefs n'ont pas forcément un jeu au sol très performant, qui arrive à faire les quelques jeux quand il le faut. Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un jeu au sol où il y a un scénario où l'attaque n'est pas explosive mais elle marche dans les airs et le jeu au sol est, comme il l'est depuis quelques semaines, un complément correct? Oui, il peut y avoir un scénario comme ça. Après, ça va être une réponse facile, mais j'ai quand même dans l'idée que si le jeu au sol de Kansas City arrive un peu à se développer, ça ne peut que aider l'équipe. La dernière fois qu'ils jouent les Eagles au Super Bowl, on se rappelle pas forcément comme ça, mais Kansas City fait quand même 158 yards au sol, 26 portées pour 27 passes. Enfin, je veux dire, c'est un plan de jeu très équilibré. Et la capacité des Chiefs à courir, à aussi avoir un peu le chrono, à maîtriser un peu le tempo du match, ça les a malgré tout aidés. Donc, je pense que ils peuvent gagner sans un grand jeu au sol. Maintenant, j'aurais presque envie de te dire que si jamais le jeu au sol de Kansas City se met à bien courir et à dérouler entre guillemets, sans forcément parler d'un match à 200 yards, attention, mais à dérouler, là je commence à me dire que Kansas City a une grosse main sur le trophée, parce qu'ils arriveraient vraiment à contrôler totalement l'horloge, à empêcher l'attaque des Eagles d'être sur le terrain, et que la défense au sol des Eagles c'est correct, mais c'est pas non plus la meilleure de la ligue. Il y a quand même des faiblesses dans cette défense au sol. Donc ouais, moi j'empiète presque sur la troisième partie de l'émission, mais je pense qu'ils peuvent gagner sans, mais que forcément ça serait un atout de plus dans leurs mains, quoi. Voilà pourquoi tu étais resté silencieux sur le jeu au sol des Chiefs. Désolé, mais c'est vrai que voilà, il y aura toujours un peu ouais, il y aura un facteur X, mais c'est pas grave, on pourra l'évoquer. Greg, rapidement sur le jeu au sol. Ouais, très rapidement. Je dirais pas que le jeu au sol est importantissime en tant que tel pour les Chiefs.
le rôle des coureurs l'est beaucoup plus. Parce que la ligne défensive des Eagles, je le disais, a sûrement un avantage. Maintenant, sur le poste de linebacker, ils ont notamment l'absence de Nakobe Dean. On a rappelé le rôle prépondérant qu'a eu Zach Bone tout au long de cette saison, mais ça peut être tentant aussi pour les Chiefs de calmer un petit peu cette ligne défensive des Eagles si on était tenté de jouer pas mal de blitz ou en tout cas d'envoyer vraiment les linemen au charbon, de s'appuyer beaucoup sur des passes écrans. Victor en parlait, mais il y a cette ce fameux pari avec Raph sur Samaje Perine depuis plusieurs mois. Ça fait partie clairement de ce type de joueurs-là qui peuvent sortir du chapeau et comme Kareem Hunt et Isaiah Pacheco proposer une solution en sortie de backfield pour punir les Eagles si vraiment ils venaient à être un peu trop entreprenants. Donc les coureurs auront leur rôle, mais peut-être pas le jeu au sol en tant que tel d'un point de vue statistique comme le disait Raph. C'était la réponse très rapidement de Greg. Puisqu'on parle de jeu au sol, messieurs, passons de l'autre côté du ballon. To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Picture this, you're halfway through a DIY car fix, tools scattered everywhere, and boom, you realise you're missing a part. It's okay, because you know whatever it is, it's on eBay. They've got everything, brakes, headlights, cold air intakes, whatever you need. And it's guaranteed to fit, which means no more crossing your fingers and hoping you ordered the right thing. All the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. eBay. Things people love. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Et forcément, le jeu au sol, c'est la grande question presque de ce Super Bowl. Raph, j'ai envie de te la poser. Est-ce que les Chiefs sont capables d'arrêter le jeu au sol des Eagles ? T'as raison, c'est presque la première question clairement de tout le match, j'ai envie de dire. On a une défense des Chiefs qui toute la saison a été bonne contre la course, 3,8 yards en moyenne par course encaissée, ce qui les classé deuxième. En play-off, on a vu que c'est un peu plus compliqué, ils sont à 4,9 de moyenne par course. On a vu que Joe Mixon avait fait un bon match contre eux, Jared Cook aussi. Du côté des Bills, donc James, tu veux dire? Oui, James, pardon, Jared Cook, je sais même plus. C'est un ancien tight end des Rams. Ouais, c'est ça. Ouais. La semaine, bah non, on est lundi, la semaine était courte. Bref, tout ça pour dire que cette défense des Chiefs est un peu moins bonne contre la course en play-off. Alors ça peut aussi s'expliquer par des équipes qui jouent un peu plus le sol, par beaucoup de choses. Faut recontextualiser, mais c'est vrai que il y a un vrai enjeu. Personne n'a vraiment réussi à stopper cette attaque au sol des Eagles cette saison. On a un Saquon Barkley qui a quand même marqué 10 touchdowns de plus de 20 yards cette saison. Enfin, c'est juste monstrueux à ce niveau-là. Les Eagles aiment bien courir à l'intérieur de la ligne. Kansas City a peut-être un peu plus de mal à défendre ce type de course. C'est pas évident. Pour être honnête, je pense qu'ils arriveront pas à stopper le jeu au sol. Au mieux du mieux, c'est le limiter. C'est de le limiter, mais je pense pas qu'ils puissent le stopper, clairement. C'est le week-end qui a été compliqué, Raph. C'est pour ça que ton lundi est difficile. Ton week-end, t'as chargé ce week-end, il faut le savoir. On enregistre avant même le week-end. Donc voilà, c'est pas une info, c'est plus un chambrage. Greg, justement, sur ce jeu au sol, et à l'instar de ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure sur les Commanders qui avaient montré la voie à suivre peut-être pour les Chiefs, on a l'impression que les Bills, sur une partie du match la semaine dernière ou en finale de conférence, avec James Cook justement, le cousin éloigné de Jared Cook, est-ce qu'ils n'ont pas montré aussi un petit peu aux Eagles, qui n'ont peut-être pas forcément besoin de ça, tu me répondras, mais comment attaquer cette défense des Chiefs avec un James Cook qui, notamment, on se rappelle sur le premier drive de la deuxième mi-temps, qui a été très bon, il y a 8 jeux de course qui enfoncent les Chiefs et qui a montré peut-être quelques difficultés à défendre le jeu de course. En fait, c'est vrai que ce qui est assez particulier, et j'ai souvenir aussi de Joe Mixon, qui statistiquement n'avait pas fait un mauvais match avec Houston contre les Chiefs, je crois que c'était
plus de 80 yards de mémoire. Sur cette partie-là. Et le point commun, notamment entre Mixon et Cook, c'est que je trouve que c'est deux joueurs qui ont fait beaucoup de mal au run-stop des Chiefs, surtout par du contournement. Et je pense que s'il y a bien un registre dans lequel Saquon Barkley est extrêmement dangereux de par ses changements d'appui, je pense que c'est ce type de registre-là. Et donc, en effet, par définition, il peut poser énormément de problèmes. Je vais pas être très original, vous avez commencé à le dire, mais pour moi, c'était le facteur X de ce match. Si Saquon Barkley est performant, les Eagles gagneront. S'il ne l'est pas suffisamment, et ça s'est vu sur les quelques rares matchs qu'ont perdu les Eagles cette année, ce sera beaucoup plus compliqué pour Philadelphie. Donc honnêtement, pour répondre à la question, oui, je pense que les Eagles ont quand même un ascendant dans ce domaine-là. On a vu que Steve Spagnuolo était quand même capable par moment, même face à des match-ups plus compliqués, de plier sans rompre et de trouver des possibilités de peut-être contraindre un petit peu plus le quarterback adverse à prendre ses responsabilités plutôt que de laisser l'équipe adverse miser sur le jeu au sol. Mais si on voit que ça tourne bien d'entrée du côté de Philadelphie, il n'y aura pas de raison de ne pas continuer d'appuyer sur l'accélérateur. Pardon, ce qui est intéressant en plus, c'est que Spagnuolo, c'est quand même pas un coach qui a l'habitude, ou en tout cas qui aime particulièrement remplir la boîte pour défendre la course. C'est pas un coach qui va aimer vraiment avoir mettre beaucoup de joueurs là-dedans. Donc, est-ce qu'il va essayer de s'adapter un peu à ça en mettant plus de joueurs? Je reste pas certain, mais c'est vrai que là-dessus, il y a une vraie question pour lui. Je suppose qu'il va bosser dessus pendant 2 semaines, mais il y a une vraie question là-dessus sur est-ce qu'il essaye un peu de changer son style défensif ou est-ce qu'il reste un peu avec ses idées et trouver d'autres solutions. Ouais. Steve Spagnuolo, il est à Cancun, je crois. Je l'ai pas vu trop travailler. Mais tu parlais, et je suis d'accord avec toi, Greg, de ces courses en contournement qui peuvent faire beaucoup de mal et qui l'ont fait face notamment à James Cook et qui est l'une des spécialités de Saquon Barkley. J'ai envie de parler aussi de courses, ou en tout cas de jeu au sol au milieu, et j'ai envie de parler du touche-push, messieurs, de la mêlée, comme on dit chez moi, des châtaignes, des maroufles, quoi. Vous voyez ce que j'ai envie de dire, parce que je dis ça parce que c'est l'une des spécialités des Eagles depuis plusieurs saisons déjà. C'était, alors pas exactement dans le même style, mais c'était aussi l'une des spécialités de Josh Allen de gagner ce yard-là qu'il faut pour gagner une première tentative sur une troisième ou une quatrième tentative. Et on a vu qu'il a été en grande difficulté face aux Chiefs. Est-ce que justement Steve Spagnuolo et cette équipe-là peut ralentir ce touche-push, Greg, qui est la spécialité et qui fait du mal à toutes les défenses et qui est presque aussi difficile à défendre mentalement que physiquement? Ça reste quand même assez compliqué à analyser, puisque encore une fois, il y a beaucoup de choses que Steve Spagnuolo arrive à bien faire et à bien appeler. Après, je pense que pour bien défendre la touche push, je sais pas comment on le verbalise, ça reste avant tout une question d'exécution, le fait de pas avoir de hors-jeu défensif, le fait de pas aller comme un bourrin. On a vu Washington, je crois que c'est Frankie Louvou qui avait fait une espèce de saut de l'orge en anticipation en se disant que ça pouvait passer un peu façon Polamalu, mais tout le monde n'est pas Polamalu. Donc voilà, oui, ce sera avant tout une question de discipline. Cette discipline, la défense des Chiefs, là, globalement. Maintenant, ça reste une épreuve quand même que les Eagles maîtrisent quand même à la perfection depuis plusieurs années. Il y a de très rares loupés dans cet exercice-là. Ça dépend sur combien de yards, on va dire, le touche-push est mis en application. Mais de toute façon, je pense qu'un des principaux objectifs des Chiefs, ce sera à minima d'éviter justement que les Eagles soient peut-être à moins de 2 yards sur une quatrième tentative, parce que là, à ce moment-là, ça peut être un peu compliqué. Et encore une fois, je pense que n'importe quelle équipe peut être en péril, même en étant aussi bien coachée. Je dis ça parce qu'on a l'impression que c'est uniquement du physique et c'est les uns contre les autres et on essaie de pousser, mais notamment face aux Bills, on avait entendu les commentateurs Tony Romo qui disaient que Steve Spagnuolo lui avait dit qu'il avait analysé notamment Josh Allen qui partait souvent sur sa gauche. Il va peut-être analyser ça et ça va permettre de faire une question un peu plus large, mais pour que les Chiefs gagnent, on a parlé de Patrick Mahomes certes, mais il va falloir un Steve Spagnuolo qui sorte encore une fois un banger, comme on dit, une masterclass, parce que en face il y a une très belle équipe offensive que personne n'a réussi à stopper et il y a presque que Steve Spagnuolo qui peut arriver à stopper. Oui, c'est sûr que c'est peut-être le match-up le plus décisif de ce match. On va dire la défense de Spagnuolo contre l'attaque des Eagles. C'est, sur cette saison, en tout cas, c'est presque le point fort contre le point fort. Même si on peut toujours trouver à redire, mais... Donc oui, il va devoir être assez inventif. Alors sur le touche-push, ce qui m'inquiète un peu plus pour lui, on va dire, c'est que quand même, du côté des Eagles, on le fait de manière peut-être
plus intelligente entre guillemets avec 2 joueurs pour pousser Jalen Hurts, alors que Josh Allen des fois il y allait presque tout seul, donc peut-être qu'aussi que cette force physique en plus quand même aide globalement les Philadelphie là-dessus. Mais après oui, il va falloir être inventif et je pense que du côté de Spagnuolo et parce qu'on n'a pas parlé de Jalen Hurts, mais je pense que du côté de Spagnuolo, il faut encore une fois réussir un super plan en termes de blitz pour mettre beaucoup de pression à Jalen Hurts, et qu'en tout cas sur les jeux de passe, l'attaque des Eagles soit complètement annihilée. L'avantage, c'est que Jalen Hurts cette saison a été quand même globalement mauvais contre le blitz, et que Spagnuolo blitz beaucoup, et en plus le fait très bien avec cette capacité à avoir des unblock rushers, enfin vraiment des joueurs qui ne sont pas du tout bloqués grâce au schéma de blitz, puisque les équipes adverses sont un peu obligées de choisir entre défendre à 2 ou 3 Chris Jones et donc laisser un trou d'un côté, quoi. Donc ouais, effectivement, Spagnuolo doit encore sortir un gros plan pour bloquer cette attaque de manière globale, mais il a montré que par le passé, il a été capable 2-3 fois de le faire. Greg, un peu de football fiction, imaginons que justement ce jeu au sol soit muselé, parce que peut-être, Raph le disait, Spagnuolo n'a pas forcément l'habitude de remplir cette boîte, ce front seven, mais il le fait, et le jeu au sol est muselé. Est-ce que les Eagles et Jalen Hurts notamment, puisqu'on parle de lui, est capable d'ouvrir et de gagner ce match? En tout cas, il y a 2 ans, face au même coordinateur, il avait quand même démontré qu'il était capable de le faire, hein, en tout cas d'être à la hauteur de l'événement. Donc faut jamais sous-estimer ce joueur-là qui a déjà montré qu'il était capable de plusieurs sursauts, on va dire mentaux, que ce soit en universitaire ou en NFL. Donc c'est un joueur qui psychologiquement a l'air d'être vraiment impliqué et de faire preuve d'une certaine résilience. Donc je pense en effet qu'il est quand même capable de trouver des solutions. Il y a des joueurs assez précieux à ses côtés, des receveurs extrêmement établis. Certes, avec moins de profondeur que ce qu'on avait pu voir du côté des Chiefs, on en avait parlé lors du face-à-face par position, mais en tout cas, ça reste quelque chose d'assez difficile à couvrir quand on a un backfield défensif qui, certes, peut s'appuyer sur des joueurs assez intéressants, mais qui, justement, en termes de turnover et en termes d'aptitude à vraiment à défendre les passes constamment, peut-être laisser à désirer. On va dire que ils vont être efficaces 2 fois sur 3, ce qui est déjà très très bien, mais face aux Eagles, quand on est efficace une seule fois, quand on se loupe une fois sur 3, ça peut faire un gain assez conséquent. Il me semble qu'il y a 10 jeux de plus de 40 yards concédés dans les airs par les Chiefs cette année. C'est pas, les Eagles en ont concédé 7, donc il n'y a pas un écart qui est monstrueux, mais ça peut être rapidement exploité par Philadelphie, cette aptitude à aller chercher les big plays. Donc pour répondre à ta question, oui, je pense que Jalen Hurts a la force mentale et en plus les armes à disposition, quand bien même le jeu au sol serait bien muselé par cette équipe de Kansas City. Et là où je te rejoins, c'est que j'imagine plus les Eagles réussir les jeux, ces gros jeux de plus de 40 yards. Je ne l'ai pas dit très rapidement, mais un point qu'on n'a pas encore abordé, mais ça aussi on en avait parlé lors du face-à-face, il est aussi très bien protégé, Jalen Hurts. Donc ça, je parlais des armes à disposition, quand tu as peut-être un des tout meilleurs duos de tackle, ça reste quelque chose d'éminemment important quand il faut potentiellement découper, avec des grosses guillemets, une défense comme celle des Chiefs. Ouais, mais du coup, ça justifie d'autant plus ce qu'on disait sur Spagnuolo et l'importance des schémas, notamment pour aller mettre la pression. C'est que je pense, l'avantage, il a quand même Chris Jones qui peut aligner au centre de la ligne pour aller faire un peu de dégâts et ouvrir des gaps pour des blitzers depuis le centre et pas forcément sur les extérieurs. Enfin, je suis pas sûr. Moi, j'aurais peut-être pas. Enfin, comparé Jalen Hurts il y a 2 ans, ouais, il évite Spagnuolo, tout ça, mais enfin, il avait aussi un centre qui s'appelait Jason Kelce qui l'aidait beaucoup à analyser les blitz et à analyser les ajustements de la défense adverse. Cette saison, Jalen Hurts, il s'est pas particulièrement illustré sur ses capacités de lecture, hein, donc je sais pas. Je suis un peu plus dubitatif là-dessus. Il va peut-être me faire mentir, coller 300 yards et puis voilà, hein, ça sera très bien pour lui. Mais je serais ouais, moi je suis plus sceptique que Grégory sur la capacité du jeu aérien des Eagles à être un facteur pour la victoire, quoi.
En tout cas, tu parlais de ce poste de centre et de cette ligne offensive. On l'a dit lors du face-à-face poste par poste. Et peut-être que au moment où vous écoutez ce podcast, il y aura eu un petit peu plus d'informations. Mais on sait qu'il y a des points d'interrogation tout de même sur cette ligne. Victor, notamment, avait l'air de dire que ce ne serait pas forcément des gros points d'interrogation. Mais tu parlais de centre, Cam Jurgens qui était blessé au dos, qui a été absent lors de la première mi-temps. Il a été remplacé, puis il est rentré en deuxième période. Donc voilà, il y a encore quelques interrogations. Et on sait que ça peut être important, notamment face à Steve Spagnuolo. Pour terminer, est-ce que Greg, on va dire l'idéal pour les Eagles, c'est pas de prendre le score rapidement et de pouvoir gérer grâce au jeu au sol. On dit ça tout le temps, mais là c'est peut-être encore plus vrai en laissant Patrick Mahomes sur le bord du terrain, voilà, faire ces longs drives qui fatiguent la défense qui plus est, et d'avoir peut-être un match plus lent qu'il y a 2 ans, mais plus dans le rythme que les Eagles souhaitent. Oui, je pense que c'est ce qu'il va falloir. De toute façon, à partir du moment où je pense que les Eagles ont plus cette aptitude à le faire et qu'ils savent que sur le papier... ils se doutent en tout cas, je pense qu'ils ont beaucoup d'estime pour Jalen Hurts, mais ils se doutent quand même que sur le papier, le quarterback le plus dangereux, c'est peut-être celui qui est en face, malgré tout. Donc c'est sûr que s'ils ont la capacité de le faire, tant mieux. Après, encore une fois, depuis le début de la saison, ils ne nous ont pas spécialement habitués à faire du contrôle de l'horloge à outrance. Justement, généralement, quand ils viennent sur le jeu au sol, c'est plus pour casser des bouches, et s'ils peuvent aller chercher les fameux big plays répétitifs à la course dont parlait Raph tout à l'heure, ils vont pas se gêner pour le faire. Donc, je pense que bien entendu, pour répondre à ta question, le scénario serait idéal pour Philadelphie si, comme en finale de conférence, on frappe d'entrée, notamment par le biais du sol, parce que forcément, ça contraindrait déjà Kansas City à potentiellement réduire des options offensive, et face à une défense comme la leur, opportuniste comme on l'a cité tout à l'heure, ce serait forcément ça apparaîtrait en tout cas comme du pain béni. Après, voilà, je pense que quel que soit le scénario, je les vois pas forcément abandonner leur jeu au sol outre mesure, ou en tout cas abandonner Saquon Barkley, qui reste un élément extrêmement polyvalent et qui peut leur permettre en toute situation de se remettre dans le bon sens et d'acquérir un certain momentum. On a parlé de l'attaque des Chiefs et de la défense des Eagles. On vient de parler de l'attaque des Eagles et de la défense des Chiefs. Messieurs, il ne nous reste plus qu'à parler du facteur X de cette partie. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir! Here we go, work on 3, 1, 2, 3, work! Et on a parlé de beaucoup de choses, je l'ai dit, mais si vous avez été bons, messieurs, il vous reste une dernière pépite, quelque chose, une dernière petite chose qui peut faire basculer le match d'un côté ou de l'autre. Je me tourne vers toi, Grégory, pour commencer. Quel serait ton facteur X? Je l'ai déjà plus ou moins vendu. Mon très gros facteur X, je l'ai dit tout à l'heure, forcément pour moi c'est Saquon Barkley, c'est indéniable. T'as pas été bon, donc ce sera la clé. Après je sais pas, je veux pas empiéter sur ce que va dire Raph, donc si c'était son facteur X à lui, je vais pas trop développer. Mais on en avait plus ou moins parlé là encore dans les face-à-face, mais le kicker, je pense que c'est quelque chose, c'est encore une fois dans les proportions dans lesquelles l'écart est notable, notamment sur les coups de pied de plus de 50 yards qui sont devenus une clé importantissime aujourd'hui en NFL. Et on le répète, face à une défense par exemple comme celle des Chiefs, quand on a un kicker comme Jake Elliott qui est aussi décevant pour l'instant depuis le début de la saison sur des distances lointaines, pour moi c'est un autre facteur X indéniable, quoi. Donc il y a le facteur X positif pour les Eagles, et il y a le facteur X potentiellement négatif sur le papier, à savoir le kicker. Qui plus est, si le match, comme on peut l'imaginer, c'est soit un peu plus lent, notamment que celui d'il y a 2 ans, ça peut être, et les points peuvent avoir encore plus une encore plus grande importance. Pour toi, Raph, quel serait le facteur X de cette partie? Du coup, je l'ai un peu mentionné quand on parlait de l'attaque des Chiefs, mais je pense vraiment que le jeu au sol de Kansas City peut être le facteur X du match, dans le sens où si Kansas City arrive à bien courir et à passer un peu une barre autour de 140, 150 yards, je pense que Kansas City ira gagner le match, parce que ça voudra dire qu'ils sont capables de suivre le rythme des Eagles avec un aussi bon jeu au sol, quel que soit un peu, j'ai envie de dire, ce que fait leur défense. Et donc c'est un peu dans un match où les deux équipes arrivent à se répondre en attaque, j'ai tendance à penser que si Mahomes a la dernière balle de match, ça ira au bout. Donc je pense que s'ils arrivent à bien courir, très bien courir, même si on est à 150 yards,
Et d'ailleurs, quand je dis 150 yards au sol, ça peut être des courses de Mahomes comme de Pacheco. Enfin, ça peut être différentes façons de voir les choses. Hein. Il m'a semblé que Greg hier aussi parlait de la possibilité pour les Chiefs d'utiliser Worthy sur des courses. Voilà, moi je pense que s'ils maîtrisent le jeu au sol, ça leur permet d'avancer, de construire des drives longs et je les vois bien gagner grâce à ça. Ouais, et je vais aller encore plus loin, tu l'as évoqué, mais je suis assez d'accord avec toi. Et pour moi, le facteur X, c'est même plus, c'est le jeu de course de Patrick Mahomes, parce que on va forcément se concentrer sur le jeu de course en face. On en a beaucoup parlé, et celui des Chiefs, c'est peut-être un peu moins impressionnant, mais Patrick Mahomes, il a cette capacité à aller chercher le first down qu'il faut, à aller chercher Greg l'a dit, cette petite course sur la droite de sa ligne notamment pour aller récupérer les quelques yards qu'il faut au moment où il le faut. Et c'est vrai que les Bills n'avaient pas réussi à stopper ça, malgré un Matt Milano qui était considéré comme le spy ultime, à voir si les Eagles arrivent, et pour moi ce sera en effet le facteur X. Messieurs, vous avez beaucoup tourné autour du pot, maintenant j'ai envie que vous vous mouilliez, j'ai envie que vous nous disiez vos pronos, avant de passer aux cotes pour ce Super Bowl. Vous allez déjà donner vos pronos. Greg, qui va gagner ce match? Je l'avais plus ou moins dit déjà, il me semble, mais comme les Patriots à l'époque, les Chiefs nous ont habitués à nous punir entre guillemets dès qu'on pariait sur eux. Alors ça tombe bien parce que certains diront les Patriots perdaient jamais au Super Bowl. Une des rares équipes qui les a fait tomber, c'était les Eagles. Donc peut-être que cette version-là des Eagles peut leur damer le pion après avoir perdu une première fois, parce qu'on rappelle qu'il y avait un premier Patriots-Eagles perdu, puis le deuxième gagné. On peut être à peu près dans la même configuration aussi historiquement. Mais c'est vrai que les Chiefs, encore une fois, ce duel attaque-défense, on est en phase finale, on dit souvent que la défense va chercher les championnats. Je me dis si vraiment, même si c'est pas forcément la défense la plus opportuniste, c'est peut-être celle qui peut peut-être enrayer légèrement, qui peut mettre un grain de sable dans la formidable machine offensive des Eagles et permettre encore une fois d'aller chercher un succès certes au forceps, mais un succès qui placerait Kansas City dans l'histoire, puisque ce qui leur permettrait d'aller chercher un triplé historique en NFL. Je vais me permettre de m'insérer là avant de te demander ton prono, Raphaël, parce que je suis d'accord avec Greg pour dire que là, on a tellement fait cette comparaison avec les Patriots qui est vraie sur beaucoup de points, pour dire que voilà, on ne pouvait pas parier contre les Patriots tant qu'ils ne nous prouvaient pas le contraire, et j'ai envie de dire que c'est la même chose pour les Chiefs. Tant qu'ils ne nous prouvent pas qu'ils vont perdre un match et qu'ils vont perdre un Super Bowl, en tout cas plus qu'ils n'en gagnent, je continuerai de parier sur les Chiefs. À toi de nous dire ce que t'en penses, Raph. Désolé pour nos auditeurs, auditrices, mais je vais vous rejoindre. Je pense que Kansas City va gagner. Si on est purement, j'ai envie de dire, si on essaye d'être purement rationnel, je pense que Philadelphie est un peu plus favori, dans le sens, ils ont plus d'armes, plus d'atouts des deux côtés du ballon pour l'emporter. Mais, vous l'avez dit tous les deux, ces Chiefs-là ont quelque chose en plus d'un peu irrationnel, et cette capacité à être décisif dans les plus grands moments. Et je suis pas sûr qu'il y ait un plus grand moment que celui-là. Donc je vais aussi aller avec Kansas City. Mais ouais. Kansas City pour tout le monde, messieurs. Et tu parlais de favoris, ça me permet de faire la transition avec les cotes justement de notre partenaire Unibet. Et si on regarde les cotes pour l'instant, à quelques jours du match, ce sont les Chiefs qui sont favoris, mais peut-être justement pour ce côté aura, les Chiefs sont à 1,73, les Eagles sont à 1,99. Déjà, on remarque que les cotes sont quand même assez proches, mais tout de même, les Eagles sont pas loin de la cote à 2. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît? Alors, je crois comprendre que voilà. Est-ce que, pardon, je te coupe, est-ce que tu as le fameux les Chiefs sont menés à la mi-temps et gagnent à la fin? Je savais que tu allais me proposer celle-là. Alors, je te connais, et oui, je l'ai. Reste encore à le trouver. Donc, ça va peut-être me prendre un peu de temps. Mais fin de match, mi-temps, fin de match. Alors, ça, voilà, je l'ai. Donc, tu disais mener à la mi-temps. Donc, ce serait les Eagles d'abord, puis les Chiefs, c'est ça? Ouais. Eh ben, Eagles-Chiefs, je peux vous dire que Eagles match nul. Eagles-Chiefs, c'est à 7,15. Une cote à 7,15. Vous ne voyez pas le sourire sur le visage de Raph. Là, je sens qu'il y a une cote qu'il va nous faire d'ici le 9 février. Non mais je l'ai faite l'an dernier, donc c'était. Alors j'ai transpiré. Ça passe quand même en prolong. Machin, mais. Alors attention parce que. C'est passé, ouais, parce qu'il y a dans les derniers jours Unibet on avait fait un, mais avec overtime inclus.
Ah oui, parce que là, si vous voulez, si tu veux, Raph, j'ai un Eagles match nul qui a 27,50. Et je parle pas du gain, je parle de la cote. Hein. Ouais, 27,50, c'est pour vous donner une idée, 5 €, ça fait 137 €. Donc, je me doutais bien que Raph allait le mettre celle-là, et je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, voilà, Eagles, Chiefs, Eagles à la mi-temps, Chiefs en fin de match, c'est 7,15. Greg, moi, c'est un peu plus gagne petit, mais il y a une cote qui m'a un peu interpellé. Alors, je sais pas si elle y est sur Unibet. Le nombre de yards au sol de Xavier Worthy, pardon. Il me semble avoir vu que même 10 yards, c'était une cote quand même assez décente. Je me demande si c'était pas un 1,70, 1,80, mais je vais pas me tromper. J'ai tout pour toi si tu veux, il suffit de le trouver. Total de yards à la course par joueur. J'ai Xavier Worthy qui est ici et j'ai plus de 5,5 yards, donc au moins 6 yards. Et on est sur moi, franchement, vu la vitesse qu'il est capable d'avoir sur les jet sweeps, ça me paraît pas farfelu qu'il aille chercher au moins ça sur un gars. Excusez-moi de rester un peu plus prudent que des cotes à 7. Voilà, si j'étais flambeur, ça se saurait depuis longtemps. Non, mais il en faut pour tous les goûts, et ça me permet de rappeler aussi que ça doit être un jeu, que c'est un jeu et que ça doit le rester un jeu, et que si vous sentez que ça dépasse un petit peu les limites, il y a n'appelez pas Raph, notamment pour se faire aider. Je suis juste pour terminer, voilà, surtout pas, parce que ça peut être compliqué. Il était à 2 doigts de mettre une cote à 27,5, donc. On va terminer, messieurs, juste un petit marqueur de touchdown comme ça, un petit bonbon, une petite croquette pour nos auditeurs, un marqueur de touchdown chacun, et je vous donnerai les cotes, dès que vous me dites ça. Voilà, on est allé réfléchir. Là, je vous ai senti. Après, faut pas des réflexions. Greg, tu l'as. Ouais, c'est ça. Faut pas des trucs trop évidents, quoi. C'est un peu le truc. Travis Kelce est à 1,96 par exemple, c'est la cote pour les Chiefs qui est la plus basse, mais c'est déjà pas mal. On rappelle qu'il avait marqué un touchdown il y a 2 ans contre ces mêmes Eagles. Moi je serais pas étonné parce que je pense que Saquon Barkley va être surveillé comme le lait sur le feu. Je pense que ce sera le cas également pour AJ Brown, notamment avec Trent McDuffie dans le secteur. Devonta Smith peut-être du côté des Eagles. Devonta Smith est à 3,20. Tu vois, je suis un peu plus flambeur sur les marqueurs de touchdown. Ça marchera pas plus. C'est bon. C'est bon. En tout cas, si j'avais dû donner un marqueur de touchdown, j'aurais mis Devonta Smith aussi, Greg, parce que en effet, et d'ailleurs ça compte Barkley. Le mieux c'est de mettre Hurts ou Barkley. Normalement, on est quasiment sûr d'avoir le coup. Oui. Ouais. Je crois que la cote est à 1,02. Et est-ce que tu as, pour faire une dédicace à Victor, tu as le touchdown de Samaje Perine? Alors je ne suis. Et après, faut trouver Perrine. Je vais dans mon sac là. Là, je vais dans mon bag. Si, bien entendu. J'ai Perrine, bien entendu, et j'ai Samaje Perine à 11,50, messieurs. Ça, c'est pour toi, Raph. C'est pour Victor surtout. Mais je sais pas s'il va oser. 11,50. En tout cas, si tu veux, Raph, c'est pour toi. On a par exemple un Rick Blankenship. Le truc random sorti de nulle. Non, mais là, laisse tomber. Ouais, vous y penserez. Oui. Vous y penserez en tout cas. Bon voilà, en tout cas vous le voyez, il y a du sourire, on en rigole, mais je le répète, ça doit rester qu'un jeu. En tout cas messieurs, c'était officiellement la dernière preview de l'année. Je sais pas si ça vous fait quelque chose, mais moi ça me fait quelque chose, l'épisode 855 du podcast Jeune Actu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose. La saison s'achève. Il restera encore beaucoup de choses jusqu'au Super Bowl. C'est la dernière preview, mais il reste notamment Jean-Michel qui va aller à la Nouvelle-Orléans, qui va vous faire presque un journal de bord chaque jour avec aussi beaucoup d'articles. Non, je voulais juste préciser parce que du coup, je ne peux pas terminer cette émission et cette dernière preview justement de l'année en ta compagnie en plus. J'ai parlé de l'importance des kickers tout à l'heure, donc je suis sûr que ce match se terminera sans doute par un coup de pied qui atteindra le poteau du milieu. Voilà, c'était juste pour la petite dédicace. Le fameux poteau du milieu, en effet, qui est cher à mes amis rugbyman. J'ai parlé de Maroufle, de Châtaigne tout à l'heure. Il fallait terminer par le poteau du milieu, et j'en suis ravi. Et c'est possible, vous penserez à moi si ce match termine par le poteau du milieu. Merci de cet hommage, Greg. Merci Raph d'avoir été avec nous et nous faire gagner beaucoup d'argent. Nous parlera-t-il encore? On saura s'en rappeler. Et puis je l'ai dit hier déjà. Voilà. C'est vrai que voilà, je l'ai dit. Alors je dis hier. Parce que derrière les gars.
Vous l'aurez compris, on enregistre le lendemain du face-à-face poste par poste, mais nous serons ensemble, messieurs, pour ce Super Bowl si tout se passe bien. Et donc peut-être qu'on pourra chambrer Raph qui n'a pas mis 1 euro sur Reed Blankenship, qui marquera cette interception retournée. Donc voilà. En tout cas, ce fut un plaisir. Comme je l'ai dit, il reste encore beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux de Touchdown Actu. Restez bien connectés toute la semaine et profitez bien de ce Super Bowl qui arrive. Et nous, on va le kiffer en tout cas. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever. Hi, this is Freddie Wong from Dungeons and Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Houston. Off. Houston, we have a problem, and that's too many subscriptions that I don't know about because I like to put my credit card number into sites. Just for the sheer thrill of it. That's the fundamental problem of the internet and money, and Rocket Money is here to solve that. Rocket Money is a personal finance app that helps find and cancel your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. You can see all those subscriptions that you've accrued over a lifetime of putting your credit card in on the internet in one place. And if you don't want them, just cancel them. With a few taps, Rocket Money can help with that. Rocket Money has over 5 million users and has saved a total of $500 million in canceled subscriptions, saving members up to $740 a year when using all the app's premium features. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/cancel subs. That's rocketmoney.com/cancel subs, not submarines.